Je me prénomme Auréliane. Je suis né dans un domaine qui, pour beaucoup, ne fut qu'une demeure. Pour moi, il fut un monde. Un monde construit non sur des fondations de pierre, mais sur un postulat, que la beauté est une loi aussi réelle que la gravitation, et qu'il appartient à ceux qui la pressentent de la poursuivre, quels qu'en soient les coups. Dans les couloirs aux vitraux nacrés, j'appris à lire la lumière avant même de savoir lire les mots. Je me souviens, comme on se souvient d'un rêve que l'on n'a jamais voulu quitter. Des après-midi, où mon père m'asseyait devant les longues herbes qui bordaient le lac intérieur du domaine et me disait « Observe Auréliane ». Le monde ne se contente jamais d'exister. Il cherche une forme, une cohérence. La beauté, c'est la cohérence révélée. Ma mère, elle, était plus douce, plus ironique. Elle disait que la beauté était une fugue. Elle entre, elle glisse, elle s'évanouit, mais elle laisse une trace dans l'âme. Et que cette trace suffisait à guider une vie entière. Je crois que c'est là que s'est formée l'obsession, bien avant que je ne comprenne le danger d'une idée lorsqu'elle vous est donnée trop jeune. La certitude que la beauté n'était pas un agrément mais un axe, une réponse, peut-être même un salut. C'est ainsi que j'ai grandi, dans ce que les visiteurs appelaient le domaine aux 1000 fenêtres. Des verrières comme des coupes de ciel, des galeries ouvertes vers les parfums des jardins, des murs conçus, pour ne jamais scinder mais invités à regarder au-delà. Alors, bien sûr, la jeunesse a cru que ce monde était un prélude, non un aboutissement, que la beauté pouvait être cherchée comme on cherche une cité perdue. Et je me suis mis en route. Ma quête a commencé dans l'innocence, mais jamais dans l'humilité. Je voulais l'intégralité du sublime. Je voulais la géométrie des cathédrales de verre sur Saint-Ia. La saveur de la fleur vive de Byzas, qui n'existe qu'un soir par an. Le chant polyphonique des moines de Gédoros qui font vibrer les pierres elles-mêmes. L'éphémère perfection d'un visage entrevu dans la foule d'un transit orbital. Tout cela, je l'ai cherché, non comme un voyageur, mais comme un cartographe du splendide. Et j'étais convaincu que la galaxie, malgré ses guerres, ses famines, ses ténèbres, me remettrait un jour la clé du tout. Je l'attendais cette clé, et je ne savais pas qu'elle était déjà en route. Puis, mes parents sont morts. Un incident dérisoire. Un banal dysfonctionnement de transport atmosphérique. La manière la plus triviale et peut-être la plus cruelle de mourir dans l'impérium. Cela n'aurait pas dû me bouleverser autant après tout. J'avais déjà bâti ma vie autour de la quête du sublime, et non des attaches. Et pourtant, leur disparition fut comme un choc tectonique. L'ancienne architecture intérieure de mon être se fissura d'un seul coup, révélant des cavités dont j'ignorais l'existence. Je revins, le domaine me réclamait, le sublime devait attendre. C'est aussi à ce moment-là que Lysandra entra véritablement dans ma vie, non pas comme un choix, mais comme une évidence. Elle était douce, aimante, d'une patience presque irréelle. Elle m'offrit une présence stable, des gestes simples, et bientôt des enfants, beaux, lumineux comme l'espoir que je n'osais plus formuler. Je me laissais porter comme on accepte un baume, sans comprendre pourquoi la plaie continue de brûler. Je pris possession du domaine comme on endosse un vêtement trop lourd, trop vaste, tissé d'histoires que je n'avais pas encore apprises. Et c'est précisément là, dans cette coexistence fragile entre héritage, amour et vulnérabilité, que cela commença. D'abord un frisson, une nuance, une présence. Il n'y eut pas de voix, pas encore. Seulement une impression, comme une vibration entre les pensées. Comme si, à chaque fois que je contemplais un objet, une toile, un bijou d'orfèvre,
une lumière oblique dans le bureau, une seconde interprétation plus profonde venait se superposer à la mienne. Je me dis que c'était le deuil, la fatigue, l'âge. J'avais tort. En vérité, une faille venait de s'ouvrir, et quelque chose derrière elle m'observait avec une patience parfaite. J'ai repris ma quête pour lui échapper. Je suis reparti, encore plus loin. Cette fois, non plus pour admirer, mais pour comprendre. Je voulais saisir l'essence derrière les formes, comprendre pourquoi telle courbe apaise et telle autre bouleverse. Pourquoi telle harmonie éveille le cœur et telle autre fracture l'âme. Pourquoi le beau est rare, mais sa quête, elle, est infinie. Je voulais le mécanisme, l'équation secrète, la structure de ce qui émeut. Je notais tout. Je remplissais des carnets de comparaisons, de schémas, d'analogies. Je me faisais l'archéologue d'un absolu que je ne parvenais pas à nommer. Puis, un soir, dans le silence oppressant d'un relais de sous-secteur, je l'ai entendu. Aurélien, bonjour Aurélien. Tu viens de toucher la surface. Rien de plus. Continue. Elle parlait comme un maître, mais son timbre était celui d'une caresse, et son discours était l'exact commentaire de mes obsessions les plus intimes. Tu cherches à assembler les fragments, mais la beauté n'est pas mosaïque. Elle est mouvement. Elle se cache dans les transitions, non dans les objets, dans l'élan, dans la tension, dans l'entre-deux. J'en fus ébloui et terrifié, mais plus parce qu'elle révélait de moi que par sa présence. Je ne suis jamais vraiment quand je cessais de me méfier. Peut-être à l'instant où mes pensées se confondirent avec ses suggestions. Aujourd'hui encore, je sais que c'est là que ma chute a commencé. Elle fut douce, elle fut logique, elle fut, en vérité, irrésistible. Je ne saurais dire quand la voix passa du murmure à la présence. Il n'y eut pas d'instant décisif, pas de geste inaugural, simplement une continuité, une infiltration lente, comme de l'encre qui gagne les fibres d'un tissu déjà fatigué. Elle me parla peu, mais toujours au moment exact où je m'apprêtais à penser ce qu'elle voulait que je pense. Je finis par croire que cela venait de moi. Après tout, n'avais-je pas consacré ma vie à une quête que nul autre ne comprenait? Pourtant, quelque chose en moi savait qu'il y avait désormais un témoin dans mon esprit. Un témoin, ou un guide. La voix me parlait de beauté comme d'un gouffre. Tu te contentes des surfaces, des éclats, des reflets. La beauté véritable ne se laisse pas apprivoiser. Elle exige une fracture préalable. Une fracture. Le mot me frappa. Il résonna dans le vide laissé par la mort de mes parents. Ce vide que je n'avais jamais su nommer autrement qu'absence. Je crus comprendre ce qu'elle voulait dire. Que la beauté suprême n'était pas dans l'harmonie mais dans l'écart. Dans le seuil où tout menace de s'effondrer. Je notais cela, obsessivement. C'est aussi à cette époque que mon amour commença à vaciller. Lysandra, mon épouse, m'observait avec une inquiétude que je confondais avec de l'incompréhension. Elle me parlait, parfois, de simplicité, de repos. Je lui répondais en parabole, en système, en esquisse de théorie esthétique. Elle souriait avec douceur, puis s'éloignait, et je pensais naïvement qu'elle allait mieux. La voix, elle, s'empara de cet espace. Tu l'aimes dans ce qu'elle a été, mais elle ne peut suivre la courbe que tu empruntes. Ne la retiens pas. La beauté n'est jamais dans ce qui demeure statique. J'y crus. Je découvris alors d'autres formes d'amour. Ce n'était pas un désir charnel, ni une impulsion ordinaire. C'était une méthode, une exploration. Dans mes voyages, je rencontrais des érudites patientes, des diplomates au regard perçant,
des artistes dont les paroles vibraient plus juste qu'un instrument rare. Chaque femme éveillait en moi une nuance de beauté que je n'avais pas encore cataloguée. Ne te restreins pas à une seule expression de l'amour. Un seul visage ne peut contenir la totalité. Et c'est la totalité que tu poursuis. Je ne trompais pas Lysandra, me disais-je. J'étudiais la beauté, je l'approchais scientifiquement. Ce fut ma faute la plus naïve et la plus cruelle. Je ne vis pas sa lente dissolution. Elle se décomposait non pas physiquement mais intérieurement comme un cristal fendu qui perd sa résonance. Elle dépérissait à côté de moi, et moi, absorbé par mes carnets, je ne percevais que la nouvelle profondeur de sa voix brisée. J'aurais dû comprendre, j'aurais dû l'entendre, mais j'écoutais la voix et non elle. Quand elle mourut un soir d'hiver, ce fut comme une phrase dont on aurait supprimé la dernière syllabe. Une beauté imparfaite, brutalement amputée. Je pleurais, mais mes larmes n'étaient pas pour elle. Je pleurais parce que sa mort révélait une vérité plus vaste, plus terrible. La dialectique entre l'amour et la perte produit une intensité de beauté que rien d'autre ne peut atteindre. Tu commences à comprendre. C'est alors que ma quête changea de nature. Ce que je cherchais n'était plus un absolu positif, un idéal sculpté, une forme parfaite. Non, ce que je cherchais désormais c'était la tension, le mouvement, la blessure qui illumine. Je compris que la beauté n'était pas une chose mais une relation, une rencontre entre un être et l'effondrement du monde autour de lui. Poursuis. Ne t'arrête surtout pas. Tu es au seuil. La perfection n'est pas un état. C'est un devenir. Une chute contrôlée. Une chute, et je sautais. Je m'enfonçais dans une spirale qui me semblait rationnelle. Je disséquais le sublime comme un anatomiste dissèque un corps. Je comparais la courbe des larmes humaines à la courbure d'un arc gothique. Je voyais dans la souffrance une forme d'équation, dans la musique, un système thermodynamique stable. Dans la mort, une logique. Aujourd'hui, je sais que je n'étais déjà plus seul dans mon esprit, mais à cette époque, j'y voyais l'évolution naturelle de ma quête. Je ne savais pas que j'étais en train de m'ouvrir, lentement, à un souffle venu d'ailleurs, venu du lieu où les désirs n'ont plus de contours. Puis vint l'obsession mathématique. Je voulais atteindre une ataraxie intellectuelle, un point fixe, où la beauté se révélerait non plus comme une intuition, mais comme une loi. Je traçais des spirales à m'en faire saigner les doigts. Je calculais les symétries jusqu'à ne plus distinguer le jour de la nuit. Je comprenais, ou je croyais comprendre, que la beauté n'était que le nom humain donné à un phénomène d'équilibre improbable, un état d'ombre, entre le chaos et la dissipation totale. Je l'écrivais sur les murs, sur mes bras, sur mes draps. La voix était ravie. Tu t'approches du cœur. Quel cœur? Je n'en savais rien, mais je marchais vers lui, nu, affamé, tremblant mais convaincu. Plus rien n'existait. Même la famine dans les villages alentours devint à mes yeux un phénomène cosmologique. La beauté tragique d'un système trop tendu, trop fragile,
qui s'effondre selon une loi invisible. Je ne me rendais pas compte que j'étais déjà en train de dérailler. Je croyais comprendre la vérité. Ma famille était morte, mes enfants aussi. Je ne sais plus quand, je ne sais plus comment, je ne sais même plus si j'ai essayé de pleurer. Le domaine était à l'abandon, les jardins desséchés, les sculptures écroulées, les bibliothèques rongées. Je vivais dans une pièce sans lumière, couché contre le mur, entouré d'équations et de spirales. Je frémissais seulement quand la voix parlait, comme un animal attendait la main de son maître. Encore un peu de temps, Aureliane. Encore un effort. Je ne sais pas ce qui m'a fait sortir ce matin-là. Peut-être était-ce simplement la fatigue de tourner en rond dans les mêmes cercles de pensée. Peut-être que même l'obsession atteint un point où elle ne peut que se briser ou se transformer. Ou peut-être que la voix s'était tue pour la première fois depuis des années, et que son absence me força à chercher un autre son. Je me souviens seulement d'avoir ouvert la porte du domaine, et le monde était blanc. La neige tombait en silence, comme une poussière céleste, destinée à recouvrir toutes mes erreurs, toutes mes illusions, toutes mes équations griffonnées. Je fis un pas dehors. Le froid mordit ma peau comme un reproche. J'eus alors la sensation étrange d'être un fragment d'univers isolé, un point perdu dans l'immensité, soumis aux lois les plus simples et les plus implacables. Et pourtant, quelque chose vibra, une chaleur intérieure, une attention, la voix était revenue. Regarde. Elle n'ajouta rien, elle n'avait plus besoin de m'enseigner, elle voulait simplement me montrer. Je baissai les yeux. Un flocon venait de se poser sur ma main. Il était minuscule, fragile, un cristal éphémère déjà en train de fondre sous la chaleur. Mais dans ce minuscule instant avant sa disparition, j'en vis la structure, la symétrie absolue, la géométrie sacrée, l'ordre parfait né du désordre thermique. Et je compris, non dans la joie mais dans l'effroi. La beauté n'était pas absolue, c'était le fragile, pas la forme idéale, pas la vérité éternelle, pas l'équation ultime que j'avais traquée comme un fanatique. Non, la beauté était dans l'instant improbable où un système, voué au chaos, parvint malgré tout à tenir, à s'organiser, à exister. La vie elle-même, cet affront silencieux fait aux lois de la thermodynamique, n'était qu'une anomalie splendide, une effraction. Je me rappelais ce que j'avais toujours su sans le dire, que nous sommes tous des accidents de structure, des systèmes ouverts au bord de l'entropie, des cristaux éphémères se tenant debout avant de fondre. La beauté n'était pas au bout de ma quête, elle était dans chaque étape, dans chaque oscillation, dans chaque tension. Elle était là depuis le début, et je l'avais ignorée. J'entendis un souffle derrière moi. La voix s'approcha, douce, presque aimante. Elle ne cherchait plus à se cacher, elle n'avait plus besoin de prudence. C'était la fin du parcours. Tu vois, enfin, la perfection n'est pas un sommet. C'est un équilibre sur le fil du chaos, un miracle de tension, un moment suspendu. Et toi, Aureliane, tu as passé ta vie à sauter à côté du fil. Je restais immobile, la neige recouvrait mes cheveux, je ne pensais plus. Je respirais et c'était déjà beaucoup. Pourquoi m'avoir conduit ici ? La voix semblait sourire. Je le sentis dans la neige qui vibra, dans le froid qui se resserra. Parce que le manque est plus fertile que la plénitude. Parce que la quête alimente plus de souffrance et donc plus de profondeur. Parce que tu voulais toucher l'absolu et que l'absolu n'existe que dans ce que l'on ne peut atteindre. Tu voulais la perfection, je t'ai donné la chute.
Un rire si léger qu'il semblait être une rafale de vent me traversa la poitrine. Et puis, Aureliane, tu as été un instrument très agréable, si malléable, si avide, si humain. Mes jambes cédèrent. Je tombai à genoux dans la neige. Un flocon se posa sur ma joue et fondit aussitôt. Je ne sentais plus rien, sauf cette vérité. Je n'avais plus de famille, plus de domaine, plus de village, plus de futur. Il ne me restait que la lucidité trop tardive d'un homme qui découvre la réponse sur les ruines mêmes de sa question. Oui, voilà. Tu touches enfin à la beauté véritable, celle qui ne dure qu'un instant.